L'écrivain Ray Bradbury disait « La science-fiction, c'est l'histoire de la civilisation naissante ». Dans cette émission, nous cherchons à comprendre notre société politique en invitant des chercheurs qui analysent son passé et son présent. Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui nous offre une fenêtre sur son futur. En 3 romans, il s'est affirmé comme l'une des plumes les plus acérées de la littérature de l'imaginaire. Dans La zone du dehors, il nous tend un miroir cruel sur les illusions de nos systèmes démocratiques. Avec La horde du contrevent, il nous propose un voyage épique et poétique dans un monde désert ayant le vent pour propriétaire. Et dans Les furtifs, il s'interroge sur le devenir de notre société de traces et de réseaux, dominée par la toute-puissance des données. 3 livres donc, traversés par les 2 questions. Les 2 questions qui sont au fond les plus politiques qui soient. Comment rester libre et comment être humain? En tête-à-tête avec Alain Damasio, bienvenue dans Viens voir les docteurs, hors série 1. Alain Damasio, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir de te recevoir ici. Moi, j'aime beaucoup tes romans, non seulement pour leur qualité littéraire, pour leur puissance d'évocation, mais aussi pour leur capacité à porter une réflexion politique, je crois, et politique au sens très profond du terme. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec toi. Super. Tu as publié l'an dernier le roman Les Furtifs, qui sort en poche dans quelques jours, je crois. Et on va peut-être commencer par ce roman. Dans Les Furtifs, on ne va pas trop en dire. Je pense que c'est un roman dont il faut réussir à parler sans trop en dire. Tu nous décris une société où le libéralisme n'a plus d'entrave, où les données, les réseaux, l'intelligence artificielle règnent sans partage. Et dans cette société, dans ce monde, apparaissent des furtifs. Qu'est-ce que c'est un furtif? Un furtif, pour moi, au départ, c'était vraiment l'idée de trouver qu'est-ce que ça serait l'envers d'une société de traces. C'est une société comme la nôtre qui est extraordinairement tracée, puisqu'on sait maintenant que n'importe quel clic, SMS, n'importe quel mail, n'importe quel scroll même sur le réseau est archivé, tracé, data miné, réutilisé, corrélé. Te dire, dans un monde comme ça où la traçabilité est extensive, elle touche absolument tout ce qu'on fait, est-ce qu'il y aurait un envers? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait échapper à ça? Et aujourd'hui, la réponse est non. Enfin, actuellement, à moins d'habiter vraiment un endroit absolument blind spot, absolument blanc sur la carte, mais ce n'est pas le cas pour la quasi-totalité des gens. Et donc, j'ai inventé ces êtres, ces créatures qui s'appellent les furtifs, qui vivent donc dans l'angle mort de la vision humaine, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là où tu regardes pas. Ils se logent naturellement et instinctivement là où tu vas pas regarder. Et ils laissent pas de traces, absolument aucune trace. Donc c'est un peu le miracle, la magie de ce que j'aimerais pouvoir reconquérir ou ce que j'aimerais que les citoyens reconquièrent dans le futur. Donc c'était cette incarnation-là. Voilà. Après, il y avait un deuxième aspect, parce que souvent on construit comme ça des êtres ou des choses dans un roman, et puis on les enrichit sur différents axes. Et il y avait un deuxième axe qui venait enrichir les furtifs, c'était que pour moi ça devait incarner la plus haute forme de la vitalité, la plus haute forme du vivant. Donc c'est des êtres qui se composent avec l'environnement, qui sont à la fois végétaux, animaux, minéraux, qui sont capables de se composer avec une canette de Coca-Cola et puis d'en faire une truffe, de se composer avec des tessons de bouteilles et d'en faire des griffes, et qui avaient cette capacité à sans arrêt se déplacer, aller chercher la matière, et ils sont autotrophes, ils se métamorphosent en permanence à partir de l'environnement. Donc c'était pour moi aussi l'idée de dire ce qui est capable de ces métamorphoses permanentes, c'est ce qui est le plus haut dans les niveaux de vitalité, en tout cas dans la vision que j'ai moi de la vitalité et de la créativité. Et du coup, ils incarnaient ça aussi. Donc c'était à la fois négativement l'envers du contrôle et positivement la plus haute forme comme ça de vitalité. C'est intéressant ça parce que tu es notamment, pas seulement, mais notamment un auteur de science-fiction. Et la science-fiction, elle se caractérise aussi par la fascination de la technologie. C'est quelque part une de ses définitions. Et c'est vrai que dans tous tes romans, on retrouve ça, cette quête littéraire, j'ai l'impression, de la vitalité, de cette vie qui surgit, qui fuse. Et j'ai l'impression que dans tes écrits, tu construis la vitalité en opposition à la technologie. Ouais, c'est complètement juste. C'est-à-dire que je ne l'ai pas conscientisé tout de suite comme ça dans mon travail, mais je vois que ça devient traversant et ça devient vraiment structurant de ce que je fais. C'est-à-dire, c'est l'idée que moi, je suis rentré en science-fiction, comme beaucoup, parce qu'il y a une fascination de la technologie, il y a une fascination de ce que la technologie peut, ce qu'elle peut déployer, ce qu'elle permet, ce qu'elle offre aussi comme pouvoir sur le monde et les choses. Et en même temps, j'ai cette fascination-répulsion. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je vois pertinemment qu'elles sont parfaitement aliénantes, qu'elles suggèrent ou qu'elles mettent en place un nombre d'addictions incroyables, qu'elles nous bloquent,
On le voit aujourd'hui, je ne connais pas une personne qui, utilisant le smartphone, ne te dit pas en même temps, c'est extraordinaire et je ne peux pas m'en passer, j'arrive pas à m'en défaire, c'est une plaie, ça me vampirise, ça vampirise ma vie, c'est la dernière chose que je touche en me couchant, c'est la première chose que j'allume en me levant, etc. C'est-à-dire que les mécanismes d'auto-aliénation que ça génère sont assez terrifiants, en fait, quand tu regardes. Mais il y a ce double aspect. Et la science-fiction, moi, j'en ai une définition très simple. Il y en a 1 milliard de définitions. La mienne, c'est de dire simplement, la science-fiction s'interroge sur ce que la technologie fait à l'homme. Voilà. Qu'est-ce que la technologie fait à l'homme? Comment la technologie renouvelle, bouleverse, transforme le rapport qu'on a à la fois au monde, au cosmos, à la nature, à la fois aux autres, et à la fois le rapport qu'on définit ou qu'on construit avec soi-même. Donc c'est comme ça que la SF, moi, m'intéresse et me plaît. Donc c'est ce qu'on appelle une soft science fiction, c'est une science-fiction de sciences humaines. Et du coup, qu'est-ce que la technologie fait à l'homme? C'est central dans les Furtifs comme dans mes autres bouquins. Et à quoi ça s'oppose, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un moment où la technologie cristallise un ensemble de forces vitales, les précipite ou les catalyse dans un coin ou un fonctionnement. Moi, ce que j'appelle le technococon, c'est l'endroit où nos énergies vitales aujourd'hui sont regroupées, entourées d'écrans, entourées d'interfaces, clavier, souris, le doigt, la voix qui maintenant pilote les machines. On a cette espèce de cocon autour de nous. Des fois, je dis c'est aussi un oignon technologique, quoi. Tu vois, il y a plusieurs couches dans lesquelles on est enveloppé. Et notre rapport au monde, il est toujours interfacé, toujours médié par ces technologies-là, quoi, tu vois. Et du coup, comment tu construis ta vitalité ou comment tu reconstruis ta vitalité dans un système qui est délégué principalement à la machine, au silicium. Voilà, c'est un peu le combat carbone contre silicium, pour reprendre le titre de la BD de Mathieu Bablette, que j'aime beaucoup. C'est de dire, voilà, comment l'organique va s'affronter ou se confronter ou s'articuler ou fusionner, parfois, avec la dimension numérique du silicium. Donc, je trouve que la SF est vraiment à la croisée de ça en ce moment, quoi. Tous ces thèmes-là, on les retrouve aussi dans ce petit bouquin qui est à paraître. Il sort en mars prochain, je crois, qui s'appelle Scarlett et Novak. Ouais. Alors, je ne sais pas comment le qualifier. Moi, j'ai eu le plaisir de le lire en avant. C'est un conte. Moi, j'appellerais ça un conte ou une fable. C'est un peu une fable, ouais, je le vois un peu comme ça. Et en fait, sur un format très court qui retrouve ces interrogations-là, le fait qu'on est, tu utilises ce mot de technococon, on est bercé par la technologie, on est bercé par les applications qui nous rendent tout facile, qui nous rendent tout pratique. Les sociologues du numérique, ils parlent, ils ont un terme qui moi, me frappe, ils parlent de dictature de la commodité. Et la question que je voulais... ça me semble assez juste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement facile. Et d'ailleurs, dans tes livres, on a des personnages, c'est le héros de Scarlett et Novak, on a des personnages qui, en fait, plongent dedans avec plaisir ou déplaisir, mais parce que c'est trop facile et c'est trop agréable de se laisser bercer par les services. C'est marrant parce que c'est une dimension... Et comment on sort de ça? Ouais, comment on y échappe à cette dictature de la commodité? Et c'est vraiment le point clé pour moi, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point cette fluidité, moi je trouve que c'est le point clé, quoi. Quand on dit commodité, il y a plein de termes pour le dire. Moi je dis outillage de la paresse, je dis loi du moindre effort, je dis facilité, commodité, utilité, etc. Mais en fait c'est une fluidité, c'est-à-dire que ça fluidifie nos vies. C'est-à-dire que tout un ensemble de choses qui demandaient un effort particulier, qui demandaient une forme de discipline ou d'autodiscipline, tout d'un coup sont fluidifiées, sont rendues faciles. Pour moi, c'est les technologies qu'on affronte aujourd'hui, en tout cas avec lesquelles on vit, c'est de l'eau, en fait. C'est de l'eau, c'est-à-dire que l'eau choisit toujours la ligne de pente, la ligne de gravité la plus facile, et va toujours couler dans le sens de la gravité. Et nous, on est là-dedans. Et c'est extrêmement difficile, du coup, à contrer, parce que, pour le contrer, il faut faire réappel à une vitalité et à une énergie, et se dire, à certains moments, je dois produire un effort pour sortir. Je dois produire un effort pour reconquérir un espace de liberté qui m'a été capté. Et moi, tu vois, dans l'évolution que Foucault a donnée, qui est une analyse extraordinaire de l'évolution des régimes de pouvoir à travers les siècles, c'est-à-dire de dire, on a eu le régime féodal ou régime de souveraineté dans lequel, effectivement, les seigneurs avaient un droit de vie ou de mort sur leur sujet, mais en même temps ne contrôlaient pas la vie quotidienne des paysans. Puis ensuite, on passe au régime disciplinaire, avec toute son analyse sur les milieux fermés, usines, hôpital, prison, etc. Et dans ces régimes-là, comment on oblige les gens, dans un espace donné et dans un temps donné, à faire des choses, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'anatomo-politique. Puis après, Deleuze arrive, et prolonge Foucault, et dit, oui, on rentre dans le régime de contrôle, avec, et ce contrôle se définissant aujourd'hui grâce au numérique, à ce que j'appelle, moi, le régime de la trace, tu vois. Donc quand tu suis cette ligne-là, tu te dis, c'est quoi la prochaine étape, vers où on va? Et tu te rends compte qu'au bout de l'étape de la société de trace, tu as quelque chose qui serait un régime d'auto-aliénation, moi j'appelle ça, ou d'auto-addiction. C'est-à-dire que personne t'oblige, et ça il faut le répéter, personne t'oblige à utiliser Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que tu veux. Personne t'oblige à utiliser les GAFAM ou ces plateformes. Tu as parfaitement la possibilité de vivre sans. On ne te met pas un flingue sur la tempe, on ne t'oblige pas à rentrer dans une prison, dans une usine, dans une école, en te disant tu es obligé de faire ça à tel âge, et puis ensuite tu vas faire l'armée, puis ensuite tu vas rentrer à l'usine, tu vois.
Il n'y a pas cette dynamique disciplinaire qu'on avait avant. Mais c'est d'autant plus pervers, d'autant plus sournois, d'autant plus subtil, c'est qu'on te met en face toutes les interfaces, tous les outils, tous les logiciels, toutes les applis, et on te dit, voilà, tu peux les empoigner, tu peux les utiliser, on ne va pas te forcer, on te donne envie, bien sûr, on te crée le désir, ça c'est le capitalisme. Mais surtout, la grande force, c'est qu'une fois que tu as empoigné l'application, elle est designée par des gens dont le métier, sur une dizaine d'années, enfin c'est par un ensemble d'ingénieurs, dont le métier est de designer la dépendance, tu vois, et de maximiser le temps que tu vas passer sur la plateforme. Donc tu as un travail colossal fait par ces designers, fait par ces employés de Google, d'Apple, Facebook, pour designer ta dépendance et maximiser l'addiction que tu vas... Donc, tu n'es pas obligé de rentrer, mais une fois que tu es rentré, tu t'es face à un ensemble de forces qui est incroyable. Et ça utilise toutes les technologies comportementalistes qui existent depuis les années 30, quoi. Tu vois, la boîte de Skinner, il y a plein de techniques qui sont incroyablement précises, bien utilisées et qui te piègent. Donc, sortir de là, je posais la question tout à l'heure, sortir de là, c'est déjà, à certains moments, faire un choix amont extrêmement brutal, de dire, par exemple, comme moi je l'ai fait, le smartphone, non, je n'ai pas de téléphone portable. J'ai refusé ce truc-là. Toute ma communication numérique va passer par mon ordinateur fixe à la maison, tu vois. Ça implique plein de choses, hein, tu vois. Mais quand je sors de chez moi, je n'ai plus d'interface. Je ne suis plus interfacé à la machine. Donc, j'ai le regard ouvert, je peux discuter avec les gens. Quand je suis à la table de café, maintenant, on espère que ça va revenir. Tu es à 100% en face, tu es dans le corps à corps, tu es dans le face-à-face. Aucune partie de ton esprit, de ton attention est dévoyée, j'ai envie de dire, sur le smartphone. Et tu retrouves une dimension, pour moi, d'ouverture et de présence aux choses qui est fondamentale. Mais ça implique un choix amont qui peut paraître assez brutal aujourd'hui, quoi, alors que c'est pas grand-chose, quoi. En fait, c'est intéressant, parce que ce dont tu parles, c'est de se contraindre à l'effort. Moi, on en parlait juste avant le tournage, je sors de la lecture des Furtifs, et en lisant ton livre, moi, je me suis senti pris à la gorge parfois, parce que ça me révélait, c'est-à-dire que la science-fiction, on croit parfois qu'elle a une boule de cristal qui va montrer le futur. Et moi, en lisant Les Furtifs, j'ai parfois eu l'impression de voir un miroir déformant qui me montrait moi au présent. Non, mais complètement. Ouais. Et donc ça, et ça révèle cette aliénation. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans ton premier bouquin, enfin, je crois que c'est le livre que tu as écrit en tout premier, qui est La Zone du dehors. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui, moi, est un livre, on va en reparler, mais dont la lecture m'a profondément marqué. Et La Zone du dehors, tu l'écris dans les années 90, à la fin des années 90. Ouais. Et dedans, tu parles beaucoup du transhumanisme. Ouais, c'est vrai. C'est l'époque où la science-fiction imagine les implants, les puces, on est encore dans un truc cyberpunk. Ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que quand tu mets en parallèle les deux livres, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de penser les implants, on n'a plus besoin de penser le cyberpunk. Et en fait, dans Les Furtifs, tu nous montres très bien qu'on peut, avec des téléphones, avec ce qui vient derrière le téléphone, mais qu'on a déjà, l'Apple Watch, et puis bientôt les lunettes. Tout à fait. On y est presque. Ton livre, tu te situes en 2040, mais il pourrait très bien être en 2025 en réalité. Et tu nous montres que la société terrifiante du transhumanisme, en fait, on y est. Par le prisme des écrans, on n'a même pas besoin de s'augmenter pour s'aliéner à la technologie. Non, ce qui est marrant, c'est que la différence avec l'imaginaire du transhumain, qui est un imaginaire d'implantation à l'intérieur du corps, quoi. Tu vois, c'est l'étape ultime, c'est que la puce, elle est à l'intérieur, c'est que la technogreffe, elle est dans ton bras, c'est que les muscles, c'est des fibres élastiques qui te permettent de courir sans produire l'acide lactique, etc. Donc, si tu veux, il y a une espèce de fantasmatique et qui est vachement intéressante, même en termes d'économie libidinale, de sexualité, etc., de pénétration de la technologie à l'intérieur de toi, tu vois. On n'est pas à cette étape-là, on est resté à une étape moins intrusive, juste avant, qui est le smartphone. Mais le smartphone, en réalité, il est extrêmement près de ton corps. C'est-à-dire, la technologie s'est rapprochée à un point impressionnant. Bientôt, tu auras les lunettes, effectivement, qui vont être augmentées, voire les lentilles, comme dans Les Furtifs. Tu auras certainement les bijoux connectés, on l'a déjà avec les watches, mais on l'aura certainement sur la bague, ou le bracelet, ou le collier. Donc, ça va se rapprocher encore, ça va devenir une extension du corps, et une extension élégante du corps. De plus en plus intime. Aussi. Ouais, de plus en plus intime. Et ça, c'est vraiment un mouvement. Voilà, c'est un mouvement ergonomique aussi, toujours sur la facilité, la fluidité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que par rapport aux années 70 et au cyberpunk, et à toute l'évolution du cyberpunk, années 80-90, dans lequel s'inscrit complètement La Zone du dehors, hein, c'est un roman cyberpunk, tu te rends compte que la promesse du cyberpunk, enfin pour moi en tout cas, elle a été dévoyée. Elle s'est effondrée. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que la science-fiction, dans l'avenir, va certainement s'orienter vers ce que j'appelle le zoopunk ou le biopunk, c'est-à-dire de s'orienter vers les couplages avec les formes de vie, avec l'animal, avec le végétal, avec la nature, et que le cyberpunk, cette promesse de dire la machine va nous libérer, la machine va nous ouvrir de nouvelles expériences, la machine va accroître notre pouvoir et nous rendre plus libres. Cette promesse, elle s'est effondrée pour moi avec les GAFAM, c'est-à-dire que les GAFAM
on fait des technologies quelque chose qui est une maximisation ou une optimisation de l'auto-aliénation. Voilà. On est sur des mécanismes d'addiction très puissants, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, on est dans l'autocontrôle, moi j'appelle ça le self-service, tu vois, c'est vraiment cette vice d'auto-servitude, quoi, et en même temps, c'est toi qui viens prendre avec ton plateau repas les applis qui vont assurer cette auto. En t'écoutant et puis en te lisant, l'impression que j'ai, et qui pour moi est terrorisante, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles tu nous alertais, toi et d'autres, mais toi notamment, qu'on a déjà perdues. C'est-à-dire que dans la zone du dehors, par exemple, tu as des passages entiers sur les dangers de la société du plaisir addictif. Et tu parles de ces grands, alors si ma mémoire ne me trompe pas, mais de ces grands immeubles dédiés uniquement au plaisir, au jeu. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est un point qui est en grande partie absent des furtifs. On le voit un peu ici et là, mais tu t'attardes pas dessus. Et moi, je me suis dit, mais en fait, tu t'attardes pas dessus pour une raison simple, c'est qu'on y est. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a perdu? Est-ce que Netflix, avec ces séries algorithmées où chaque utilisateur a une série qui lui est presque dédiée, est-ce que c'est déjà perdu? Est-ce qu'on a déjà perdu face au plaisir trop facile? Ouais, il y a des choses qui sont très angoissantes pour moi. C'est qu'effectivement, dans certains livres de SF, tu as des thèmes qui sont encore des enjeux au moment où tu les écris, tu vois. Moi, ce qui me fait rire aujourd'hui dans la zone du dehors, c'est que un des gros enjeux de la zone du dehors dans l'aspect technologique, c'est les caméras de surveillance, tu vois. Et aujourd'hui, on rigole, parce que les caméras de surveillance, c'est plus du tout un enjeu de société. Il y en a absolument partout, dans chaque boîte, dans le privé, à l'intérieur des maisons des gens, dans la domotique, c'est juste terrifiant. Alors qu'à l'époque où j'écris en 95 zone dehors, c'est encore un enjeu. Donc on s'est fait complètement enfoncer. Et ce que je parle de la bague, ou en tout cas du smartphone, ou la traçabilité extensive des furtifs, peut-être qu'effectivement, dans 5 ans, 10 ans, c'est déjà complètement intégré, quoi, tu vois. Et tu te dis, du coup, quel est le rôle de l'ASF et comment tu peux déjouer ça, quoi. Donc, c'est ce qui fait que, pour moi, ça reste important dans les livres de ne pas se contenter de la dimension dystopique, de ne pas se contenter de décrire aussi finement soit-il les effets, les affects que produit ce monde-là, et simplement, c'est l'anthropologie, en fait. Hein. Là, moi, je fais l'anthropologie dans les furtifs, c'est l'anthropologie de ce qui arrive dans 5 ans ou 10 ans, tu vois, dans les fonctionnements quotidiens. Et de se dire, allons au-delà de ça. Allons vers qu'est-ce que ça serait une utopie, ou en tout cas, ce qu'on appelle, moi j'aime beaucoup le terme de prototopie. C'est un terme qui a été inventé par Rumpala, que je trouve très juste. C'est-à-dire qu'on prototype un type de société qui pourrait être désirable et qui pourrait nous sortir du monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors, à côté de la dystopie technologique, il y a aussi des réflexions qui tiennent de l'économie et de la politique, les deux s'entrelaçant évidemment dans tes bouquins. Et dans Les Furtifs, tu imagines des villes entières qui ont été privatisées, qui ont été rachetées par des compagnies privées. Le livre se passe à Orange, et la ville d'Orange a été rachetée par la compagnie d'Orange. Mais avant cela, en fait, moi je me souviens que dans ton bouquin, enfin dans ton recueil de nouvelles, Aucun souvenir assez solide, la première nouvelle, qui s'appelle Les Haut-Parleurs, c'est une société dans laquelle le langage, en tout cas l'utilisation publique du langage, l'utilisation publique des mots, a été rachetée par des compagnies privées. Il y a des mots qu'on ne peut plus employer en public parce qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Et en pensant à cela, ça m'a rappelé un cas qui existe déjà aujourd'hui, qui est le cas du Vantablack. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette chose-là. Non. Alors le Vantablack, c'est un pigment noir absolu qui est très, très techno, qui, voilà, là on en voit un exemple, qui fonctionne avec des nanotechnologies. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu nanotechnologique là-dedans. En tout cas, c'est une techno. Ça absorbe complètement toute lumière. Absolument. Ça absorbe 96% de la lumière. Et cette technologie, figure-toi qu'il y a un seul homme au monde qui peut l'utiliser, c'est l'artiste Anish Kapoor, qui a racheté le brevet. Donc, il a littéralement acheté une couleur. Est-ce que toi, cette avancée de la privatisation sur l'espace public, sur le langage, là, on le voit sur une couleur, j'ai l'impression que c'est ça qui te fait le plus peur. Ouais, parce que tu vois, sur le langage, c'était extrêmement intéressant. Et moi, dans la nouvelle, parce que je me disais, qu'est-ce qui est le plus fluide dans l'échange? Moi, ce qui me fascine dans le capitalisme, comme pour beaucoup de gens, c'est que la monnaie, en fait, c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est un système de conversion généralisée de tout en tout. Tu peux, avec une somme d'argent, absolument avoir accès à toutes les possibilités de services, d'objets, même de rencontres, de ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que, il appelait ça le système de conversion généralisée, même Baudrillard, etc. Et tu te dis, qu'est-ce qui a la même équivalence dans la fluidité que la monnaie? Et en fait, quand tu réfléchis, c'est le langage, tu vois. Donc c'est la langue qui a la même fluidité, qui est aussi commun, qui permet absolument de faire converser tout le monde avec tout le monde, même dans des pays étrangers, c'est à la traduction, etc. Et du coup, pour moi, il y avait une compétition secrète, si tu veux, dans la fluidité et dans la capacité d'échange entre le langage et la monnaie. Sauf que la monnaie, quand tu la dépenses, elle n'est plus à toi. Alors que le langage, quand tu le donnes à quelqu'un, que tu discutes avec quelqu'un, tu l'enrichis, tu vois. Donc c'est un système d'échange qui enrichit celui qui l'utilise, tu vois. Et pour moi, c'est le commun. C'est le commun dans sa plus grande beauté, c'est le commun dans sa plus grande richesse, tu vois. Donc le langage, pour moi, voilà, c'est à la fois évidemment mon outil de travail, mais c'est aussi
ce qui pour moi, quand on parle des communs, tu vois, de ces fameuses toujours idéologie très importante du commun, c'est-à-dire ce qu'on peut partager en commun et partager gratuitement en commun, et ce que le capitalisme ne cesse de rogner parce qu'il essaye effectivement d'attaquer le commun et de le récupérer à son profit et de le privatiser. Donc il y avait vraiment une compétition entre les deux. Et donc le plus horrible pour moi, c'est que même le langage, tu vois, et dans la nouvelle, je trouve qu'il y a un truc astucieux, c'est de dire, si on parle à titre privé, il n'y aura pas de prélèvement de plus-value sur les mots utilisés, parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher de faire ça. Mais dès qu'il y a une parole publique, là on est en train de parler avec une parole publique, bah, tous les mots qu'on utiliserait seraient soumis à royalty, et à la fin de l'entretien, on paierait en fonction, tu vois, j'ai dit technococon, ok, si c'est moi qui l'ai inventé, bon, bah, j'ai une sorte de droit comme l'artiste sur la couleur, mais sinon je paye des royalties sur le... Et tu te dis, c'est l'étape ultime pour moi, de privatisation intrusive et d'absorption du commun, quoi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à extraire de la plus-value et à monétiser l'amitié. Pour moi, Facebook, c'est ça. L'invention de Facebook et le coup de génie de Facebook, c'est de dire, sur les échanges interpersonnels, c'est-à-dire les échanges entre amis, on prélève la trace de ces échanges et on en extrait de la plus-value, puisqu'on extrait des profils à partir des types de conversations qu'on a, etc. Donc de dire l'amitié, l'échange social, amical, est une source potentielle de plus-value. Donc pour moi, j'appelle ça extraire de la plus-value sur l'amitié. On l'a fait sur l'amour, parce que voilà, il y a tous les clubs de rencontres, etc. Donc tu cherches, on l'a fait sur le sport il y a bien longtemps, on l'a fait sur la culture, on l'a fait... Donc tu cherches le domaine où le capitalisme n'a pas réussi à absorber et ça devient extrêmement, extrêmement ténu. Et effectivement, le langage est un des derniers trucs. Donc, pour moi, c'est comme pour conjurer un truc, quoi. J'espère que ça produit encore sur les gens un effet horrible, tu vois. Et ça venait d'Orange en plus. Hein. Cette nouvelle a été écrite au moment où Orange rachète la marque, alors que c'était Itinéris avant. Et rachète, je crois que c'était pour 6 milliards, enfin c'était colossal, juste pour racheter une couleur orange avec le carré et le mot orange, qui est un mot que j'adore, c'est une couleur que j'adore, c'est un fruit que j'adore, tu vois. Et j'avais l'impression qu'on me volait, moi, écrivain et personne normale, un mot et que je pouvais plus utiliser sans que ça connote, tu vois, c'est comme Hermès, quoi, tu vois, le dieu Hermès, maintenant ça connote des sacs et tu es là, tu fais Vinci, bah, tu penses au bâtisseur au lieu de penser à Léonard de Vinci, tu vois, cette préemption et ce... Donc oui, il y a un travail, mais c'est un vrai combat, pour le coup, c'est un vrai combat lexical de conserver l'aspect commun des mots et la créativité. En fait, je me dis que c'est un peu comme la zone du dehors, c'est un peu comme le transhumanisme. En fait, on n'a pas besoin de ça. En fait, on n'a pas besoin de racheter des mots, il suffit de les connoter, il suffit de les travailler. Il y a un rouge qui nous fait penser instantanément à McDonald's. C'est vrai. Les dernières pubs McDo, ils n'ont même pas besoin de mettre leur logo. Il suffit de mettre un pictogramme qui évoque une frite et on pense instantanément à McDonald's. Les pubs Apple n'ont même plus besoin de mettre le logo Apple. Au fond, on peut se dire qu'il n'y a même pas besoin de racheter les mots. Il suffit de les connoter tellement fort que... Oui, mais alors il faut avoir une puissance de martèlement et d'itération incroyable. C'est ça la différence. C'est que c'est vraiment de la lobotomie, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Il y a un côté pavlovien dans le... Mais c'est vrai que ça a été incroyable sur McDonald's, là, le moment où il passe du rouge au vert, ce qui était quand même hallucinant. C'est-à-dire, on sort de la viande, on sort de toute la dimension négative et viandarde qu'avait le logo pour passer à cette espèce de vert sapin que j'ai là aujourd'hui, qui connote la forêt profonde, la biologie, le machin, enfin le bio, pardon. Magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique de perversion. Moi, je trouve ça génial en un sens, tu vois, mais c'est génial dans l'ignominie, quoi, tu vois, dans le cynisme, quoi. Mais et effectivement, on ne sort pas de la dimension. Donc, tu as une empreinte, mais ça, le gouvernement le fait aussi sur le langage. Il essaye de typer certains mots spécifiquement et de les répéter suffisamment pour que ça devienne... Ça, on va y venir. C'est une des questions qui, moi, évidemment, me passionne. Juste pour finir avec La zone du dehors, donc un roman dont tu comprends qu'il m'a marqué. Tu le situes en 2084. Donc on est vraiment dans la lignée de 1984, le bouquin d'Orwell. Orwell qui imagine comment est-ce qu'un totalitarisme avec quelques techniques, quelques technologies supplémentaires pourrait devenir absolument oppresseur. Et toi, j'ai lu ce livre comme l'idée que prenons notre démocratie représentative actuelle, en tout cas notre système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, poussons quelques curseurs de 2 crans, parfois un seul cran, un peu plus loin, et j'ai l'impression que tu montres que notre démocratie représentative, elle peut devenir aussi oppressante pour les libertés publiques que ne l'est un totalitarisme. Et ce qui est intéressant, c'est que pour montrer ça, alors tu t'appuies sur le libéralisme, sur les corporations, bien sûr, mais tu t'appuies sur 2 outils. La politique institutionnelle, elle est présente dans la zone du dehors. Il y a des élections, il y a des sondages, il y a des discours politiques. Et tu t'appuies sur les médias. Et la politique institutionnelle, le champ politique au sens étroit du terme, et les médias, j'ai l'impression, les médias, celui dans lequel on est, la télévision, les journaux, j'ai l'impression que c'est des thèmes que tu as laissés de côté. On ne les retrouve quasiment pas dans Les Furtifs.
C'est vrai. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'en fait, ça se joue même plus là, que la démocratie représentative, c'est même plus le problème, que le problème, c'est l'économie, c'est le libéralisme? Moi, je crois que le problème, c'est Enfin, le problème. Un des problèmes fondamentaux, c'est ce que j'appelle, comme beaucoup d'autres, le technocapitalisme. C'est-à-dire que c'est le couplage entre le néolibéralisme et la société numérique, et les outils numériques. C'est-à-dire que ce couplage-là, il est vraiment mortifère, il est vraiment extrêmement puissant, et il a permis des choses que le néolibéralisme aurait jamais osé espérer, quoi, tu vois. Si je te prends juste l'exemple du marketing, le fait que n'importe quelle page d'accueil sur n'importe quel site puisse, en quelques milliers de visites, c'est-à-dire en une journée ou 2 journées, connaître toutes les pratiques, à quel endroit tu cliques, à quel endroit tu scrolles, à quel endroit quel article tu ouvres, etc. Et que tu as les données immédiatement. Moi, je me souviens, j'ai fait une école de commerce, nous, les sondages marketing, c'était des sondages papier encore. On allait dans la rue et on cochait, et ensuite on les rentrait, et ensuite on travaillait statistiquement. Tout ça, aujourd'hui, est automatisé, si tu veux, algorithmé. Donc, immédiatement, tu vas adapter ta page d'accueil à la pratique la plus instinctive des gens, quoi, tu vois. Donc ça optimise les dimensions, encore une fois, de manipulation et de dépendance d'une façon assez démente. Mais si tu parles des médias et de la politique institutionnelle, moi, ta remarque, elle est très juste, et c'est vraiment le saut pour moi entre la zone du dehors et les furtifs, donc 25 ans après, c'est que ce qui me paraissait fondamental encore en 95, juste avant l'arrivée des réseaux, puisque c'est 95, c'est le moment où l'Internet grand public arrive et où le téléphone téléphone portable commence à devenir hégémonique. Et ces deux technologies-là, toutes petites technologies, tout petits trucs qui n'avaient même pas été réellement anticipés, même par la SF, même par le neuromancien, etc., ont changé les pratiques quotidiennes avec une telle intensité, une telle extensivité, une telle puissance que, aujourd'hui, je considère que le quotidien des gens, le comportement des gens, l'anthropologie de l'homme contemporain en Occident et même ailleurs, est avant tout structuré par le rapport à la technologie et par rapport au rapport à ces technologies numériques quotidiennes, tu vois. Et c'est beaucoup plus important que pour qui tu votes, qui passe dans l'élection, etc. Quand tu vois, en fait, tu dis Trump passe pas, etc. Oui, c'est horrible ce qu'il a fait Trump, oui, c'est de la merde ce qu'il a fait pendant 4 ans, mais en réalité, un mec complètement fou, complètement clownesque, grotesque, faisant n'importe quoi, dirigeant par SMS, finalement, il n'a pas tellement modifié, quand tu regardes concrètement, la façon dont l'Américain moyen vit, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui modifie? Enfin, je veux dire, on va faire de la provo exprès, quoi. Mais je pense que Apple, Facebook, Google, Amazon ont beaucoup plus et beaucoup plus intensément modifié la façon dont on vit, c'est-à-dire anthropologiquement la façon dont l'être humain vit aujourd'hui, que n'importe quelle élection depuis 25 ans. Donc si tu veux poser la question du pouvoir et de ce qui change les gens, bah, tu te poses la question du rapport à la technologie. Et c'est pour ça que moi, la science-fiction, je ne défends pas ma chapelle, mais je trouve que la science-fiction est au cœur des enjeux aujourd'hui parce qu'elle pose la question de ce que la technologie fait à l'homme. Et la technologie, ce n'est pas la centrale nucléaire, ce n'est pas les vaisseaux spatiaux, ce n'est pas la robotique, qui sont toujours les images qu'on emploie pour la SF. C'est le quotidien de ce qu'on a, c'est le smartphone, quoi, tu vois. Et on devrait étudier encore plus précisément et plus profondément ce que le smartphone nous fait, quoi, tu vois. Et comment il change nos façons de draguer, notre façon d'être sociaux, nos façons de penser, notre sexualité, notre façon de travailler, etc. Tout a été absolument touché, bouleversé, changé par ça, quoi. Et donc, tu te dis, bah, voilà, politiquement, si on parle de pouvoir, au sens politique, de dire qu'est-ce qui exerce un pouvoir sur nous de façon puissante, quotidienne, etc. Bah, avant tout, c'est ces technologies-là, tu vois. Finalement, les algorithmes, le design de ces pages, le design des applications est beaucoup plus important sur la façon dont on vit que tout le reste. Et en même temps, moi, c'est ma conviction, en tout cas. Il y a un mot, il y a aussi un mot que tu emploies et qui est un mot très important en sciences sociales, en sciences politiques aujourd'hui, qui est le mot d'empuissantement. Ouais, ça fait. Cette francisation d'empowerment. Ouais, que j'aime bien, moi que j'aime bien. Ouais. Et qui est très fort. Et puis je sais que le concept de puissance, c'est un concept que tu as travaillé, que tu as développé. Ouais, et moi, je te rejoins sur l'impact des réseaux et l'impact des smartphones sur nos consciences. Et en même temps, j'ai un peu creusé aussi l'impact des smartphones sur la démocratie. Pas abandonner le concept de démocratie. Et quand tu regardes il y a un truc important en démocratie, c'est la liberté d'expression. Et un truc plus important, c'est la capacité à être écouté. Parce que avoir le droit de s'exprimer, c'est bien, mais si personne t'écoute, ça revient à râler dans un café. Exactement. Et en fait, quand tu regardes la crise des Gilets jaunes, elle part de quoi? Elle parle de 2-3 personnes, des anonymes, qui ont râlé suffisamment efficacement sur les réseaux sociaux pour être écoutés. Et si je prends un sujet qui est très différent, et je sais qu'il tient à cœur, qui est celui des violences policières, on voit que les violences policières qui existent, elles ne datent pas d'hier. Mais là, ce qui est différent, c'est qu'on les voit et qu'en les voyant, elles sont devenues un problème politique. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, en permettant à des anonymes d'être écoutés et d'avoir accès aux médias, ce qu'ils n'avaient absolument pas avant, et en permettant à tout le monde de filmer et de donner visible ce que certains savaient, mais pas tous, est-ce que ce n'est pas aussi
peut-être de manière minoritaire, mais est-ce que ça n'a pas aussi créé une poche d'approfondissement de la démocratie? Si, et tu vois, moi c'est ça que je trouve, c'est pour ça que c'est un combat hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire que constamment, tu as une tentative des médias dominants et même sur les réseaux de récupérer l'attention, puisque la guerre, on le sait, c'est l'économie de l'attention, c'est-à-dire comment tu sollicites l'attention, comment tu captures l'attention des gens et comment tu leur fais dépenser un temps d'attention suffisamment important sur ta marque, sur ton média, sur ta plateforme, etc. Bon. Et comme tu dis, ce qui est génial, c'est la capacité à générer de l'écoute sur des manifestations médiatiques qui sont mineures. Des fois, c'est une vidéo qui devient virale, des fois, c'est un texte qui devient viral, des fois, c'est un logo, des fois, c'est, tu vois. Et ça reste toujours possible. Et donc, il y a une liberté, je dirais, anarchique, chaotique, constante dans les réseaux pour que quelque chose émerge, tu vois. Mais ce qui manque très souvent, c'est les relais, ou en tout cas les relais sur des médias relativement indépendants, qui permettent à ces toutes petites expressions d'éviter de rester une espèce d'écoute de niche, quoi, tu vois, et d'aller plus loin. C'est pour ça que moi, je suis très attentif et je donne, par exemple, moi, à titre personnel, je donne beaucoup d'interviews à des médias qui sont indépendants, peu connus, etc., ou des revues. Tu vois, je vais te parler de Ballast, je vais te parler de Blast qui est en train de démarrer, je vais parler, tu vois, pour moi, Click fait partie de ça, ou cette émission fait partie de ça. C'est pas quelque chose de dominant, on a le temps, on peut approfondir, on peut développer, et ça, c'est très précieux, tu vois. Et donc, ces médias-là, c'est important de les encourager, de passer par eux, et que ces médias-là jouent leur rôle par rapport à cette émergence chaotique, individuelle, minoritaire, complètement minoritaire au départ, de pouvoir. Et ça permet les réseaux, bien sûr. Moi, tu vois, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui va dire les réseaux, c'est le mal absolu, etc. Bien sûr, ça maximise les effets de mimésis, de viralité, de conneries aussi, parce qu'un message, plus il est simple, mieux il circule. Si tu veux, la puissance de vérité d'un message dépend souvent de sa simplicité, tu vois. Donc ça annihile ou en tout cas handicape les messages plus complexes qui demandent un peu plus de temps. Mais malgré tout, ça permet effectivement des émergences incroyables, quoi. Donc, mais il faut se battre et il faut qu'il y ait des relais quand même à ces émergences pour moi. Alors on a commencé à l'évoquer tout à l'heure et c'est un sujet, une question qui moi me tient à cœur, peut-être celle qui me tient le plus à cœur, c'est la question du langage. Et notamment du langage en politique. Dans 1984, hein, on l'évoquait, le livre de George Orwell, il y a ce qui est devenu une tarte à la crème, il faut le dire, hein, de la novlangue. C'est cette langue où les mots ont été peu à peu vidés de leur contenu, à tel point qu'ils peuvent finir par dire l'inverse de ce qu'ils signifiaient auparavant. Et j'aimerais te montrer une image, peut-être que tu la connais, c'est la couverture du livre qu'Emmanuel Macron a utilisé pour faire campagne en 2017. Ce livre, il s'appelait « Révolution ». Je voulais simplement savoir, sachant ce qu'on sait aujourd'hui de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir Emmanuel Macron intituler son livre « Révolution ». Bon, j'avais vomi, hein, évidemment, quand je l'avais vu. Moi, ce qui m'avait halluciné d'emblée, parce que c'est les codes couleurs, tu vois. C'est-à-dire que quand tu mets Révolution et que tu n'utilises pas le rouge, tu vois, à la rigueur l'orange pour faire comme les Ukrainiens, et que tu mets du bleu et un bleu roi de cette façon-là, c'est-à-dire que tu inverses immédiatement ce que tu es en train de dire, tu vois. Notre combat pour la France sur du bleu comme ça, ce bleu-là en plus, quoi, assez dur et tout, tu sais qu'on est en train de te mettre du bullshit vraiment dans la tête. Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est dommage, il faudrait mettre l'autre côté, c'est que le quatrième de couverture, c'était le visage de Macron, tu vois. Et le mec, il te dit, voilà, ce que je te dis, c'est mon visage, c'est tout, quoi. Et j'ai rien d'autre de plus à t'amener, quoi, tu vois. Et ça m'avait halluciné. Mais après, les inversions et les réutilisation de termes, moi, je ne suis pas contre les gens quand ils se mettent à hurler comme s'ils étaient propriétaires d'un mot. Moi, je me considère de gauche, voire d'extrême gauche, etc. Mais je ne me considère pas propriétaire du mot révolution, tu vois. Que quelqu'un veut l'utiliser dans un autre sens, il a le droit. Après, c'est un combat, tu vois. C'est un combat autour du mot et de quelle façon on va... Tu vois, on pourrait en parler. Il y a plein de mots qu'on va retourner. Moi, j'adore notamment quand c'est des minorités qui retournent un mot considéré comme complètement dévalorisant, oppresseur. Le renversement du stigmate. Quand le mot nègre a été retourné, tu vois, par Aimé Césaire, mais par plein d'autres aussi, tu vois, même par les rappeurs américains qui retournent le mot négro, etc. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que tu fais d'un mot complètement dévalorisé, le pire des mots, l'incarnation du colonialisme, t'en fais un sujet de fierté et tu le retournes et tu l'affectes d'une valence positive, tu vois. Et tu acceptes le combat autour de ce mot, plutôt que de l'abandonner, tu vois. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important et qu'on ne le fait pas assez. C'est-à-dire qu'il y a des mots où non, il ne faut pas les lâcher en disant c'est un mot dégradant. Il faut au contraire le réinvestir, l'utiliser et l'inverser, quoi, tu vois. Et je trouve que dans les combats féministes, notamment, il y a ce type de phénomène. Et il ne faut pas hésiter à utiliser Gwyn, à utiliser PD. Tu vois, je me rappelle d'un blog que j'ai vu sur Mediapart, ça s'appelle Transpédé Gwyn. Et ben, je trouve ça très bien, Transpédé Gwyn, tu vois. C'est-à-dire, OK, j'assume, vous me traitez de PD, vous me traitez de Gwyn, vous me traitez de trans, je suis tout ça à la fois. Et ben, OK, je le revendique et je t'emmerde, quoi, tu vois. Et ça, c'est la liberté des mots.
et considérer que le mot « tu n'en es pas propriétaire ». Personne n'en est propriétaire. Aucune marque doit être propriétaire d'Orange, d'Hermès, de Vinci, etc. Comme aucun politique doit être propriétaire de Révolution. Je veux dire, pas plus Mélenchon que Macron, tu vois. Et donc, il utilise Révolution, ok, pour moi, je le vois comme une provocation. Ça me fait gerber, bien sûr, parce que je trouve ça vraiment ignoble. Mais je me dis, après tout, ok, il porte le terrain sur cet enjeu-là, ok, on va se battre là-dessus, quoi. Tu vois, c'est... Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tu attires notre attention sur le fait que le langage est un enjeu de lutte. Et c'est vrai qu'on le voit. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on ne le voit pas assez souvent comme ça. Ouais. Et notamment quand ça a trait à des mots qui sont très lourds, très forts, non seulement très connotés, mais très signifiants. Parce que la Révolution, quoi qu'on en dise. Et puis, en plus, c'est passionnant parce que la Révolution, en plus, c'est quand même un mot qui peut être aussi son autocontraddiction. C'est-à-dire que la Révolution, c'est à la fois renverser la table et puis c'est faire un tour autour du soleil et revenir au même endroit. Ouais. Donc, en cela, c'est intéressant. Mais il y a aussi une autre manière d'utiliser le langage en politique, qui est d'utiliser des mots qui, au contraire, sont tellement flexibles qu'ils ne veulent presque plus rien dire. Je voulais te montrer un extrait du discours d'Édouard Philippe à l'époque où il était Premier ministre. C'était le 11 décembre 2019. Il présentait la réforme des retraites. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Nous proposons une transformation respectueuse des intérêts de chacun, attentive au parcours de vie, juste et durable. Nous mettons ce système plus juste et plus simple sur des bases financières solides. Je suis, vous l'avez compris, totalement déterminé à mener à bien cette transformation parce que je la crois profondément juste. Plus juste parce que les règles sont les mêmes pour tous, juste pour les plus fragiles, juste pour des millions de femmes, juste pour nos enfants. Alors j'ai juste pris le Premier ministre. En fait, à l'époque, c'était le mot utilisé ad nauseam par le gouvernement. La réforme était juste, alors même qu'ils avaient bien du mal à nous démontrer en quoi elle l'était, alors même qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue et qu'une grande majorité des Français rejetaient la réforme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette utilisation de mots qui deviennent des mots totems, dont on finit par ne plus savoir exactement ce qu'ils veulent dire? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, et ça a été vraiment généralisé par les gouvernements macronistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques de marketing que moi, on m'apprenait en école de commerce aussi, qui est que si, par exemple, tu vends un médicament qui est assez dégueulasse au goût, tu vois, tu vas le vendre en disant qu'il est bon et efficace, tu vois, c'est-à-dire qu'il est bon au goût ou savoureux et efficace. C'est-à-dire que tu inverses immédiatement la critique qu'on peut faire au médoc ou au produit en affirmant l'inverse de ce que c'est. Tu vois, c'était pareil, je prends un exemple qui était Perrier, eau totalement petite bulle, c'est comme une badoie dégueulasse, quoi, si tu veux, qui était utilisée pour les vieux pour mieux digérer. Ils en ont fait quelque chose qui était le symbole de la folie, de la joie, de la fête, etc. Et ils ont réussi à le faire passer, tu vois. Alors qu'ils étaient, par rapport au produit, tu vois, et c'est incroyable ce qu'on peut faire, hein, juste avec des représentations. Hein. Donc, c'est plus que la capacité à compléter. Et là, on est très près de la novlangue d'Orwell. En tout cas, on est très près du ministère de la vérité d'Orwell, qui est le ministère de la propagande, de la paix et la guerre, etc. C'est-à-dire que pour moi, le problème de ce gouvernement, c'est plus la double pensée que même la novlangue, quoi. Tu vois, parce que la novlangue, techniquement parlant, c'est de réduire le langage à très peu de mots, que le lexique se réduise à quelque chose qui est très simple, comme bon, un bon, et puis c'est tout. Tu vois, à la rigueur, tu dis plus bon et plus un bon, mais tu réduis toute la balance que tu peux avoir autour du mot. Donc ça, c'est vraiment la novlangue. C'est pas ce qu'ils font, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire fonctionner, je trouve, la double pensée, c'est-à-dire des termes complètement contradictoires, ensemble. Ce qui fait que ça annihile complètement la capacité critique, tu vois. Si on dit d'une réforme quand il te dit, là, tu vois, tu l'entends, il te dit c'est le même système pour tous, donc c'est juste, tu vois. Or, typiquement, sur la retraite, comme les gens ne vivent absolument pas les mêmes efforts dans les mêmes métiers, n'ont pas le même temps de travail, n'ont pas la même souffrance ou la pénibilité au travail, tu peux pas avoir le même système pour tous. Si tu as le même système pour tous, c'est totalement injuste en réalité, tu vois. Il va te présenter ça comme un terme de justice, tu vois. Et donc, il annihile. Toi, tu vois bien que c'est complètement injuste, inégalitaire, que c'est dégueulasse, que ça a pénalisé certains métiers, mais ça vient se rencontrer le terme juste, et ton cerveau, il est dans une espèce de fusion, confusion, qui fait que tu vas plus pouvoir vraiment penser le truc. Et le fameux en même temps de Macron, c'est justement de mettre des termes, c'est-à-dire c'est pratiquer l'oxymore en permanence, de mettre des termes complètement opposés, de les accoler, tu vois. Et accoler, tu peux plus penser, en fait, parce que juste et injuste sont ensemble, juste, tu vois. Ou la fameuse phrase, là, tu aurais pu mettre, tu sais, quand ils disent on va améliorer la santé publique en limitant le nombre de lits, tu vois. On va limiter le nombre de lits dans les hôpitaux pour mieux soigner les gens, tu vois. T'écoutes la phrase, tu dis on va limiter le nombre de lits dans les hôpitaux pour mieux soigner les gens, tu vois. Tu comprends ce que ça veut dire de façon néolibérale, on va optimiser les lits, machin. Mais en réalité, c'est-à-dire qu'on va moins soigner les gens pour mieux les soigner, tu vois. Et ta pensée, elle est en percussion et
et tu sais plus quoi, tu vois, tu sais plus. Et encore, nous, là, on fait un travail intellectuel pour dissocier, pour séparer. Mais si tu fais pas gaffe, ça s'écrase, quoi, tu vois, et ça... On a un autre exemple, Ouais. de ce que tu décris qui est très récent. J'imagine que tu as suivi les débats autour de l'article 24 de la loi sécurité globale. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que juridiquement, c'est assez compliqué, mais le fait est qu'il y avait toute la presse qui était dans la rue en disant « Attention, cet article est une menace grave sur la liberté de la presse ». Avait-il raison, avait-il tort? On pourrait en débattre. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'en disait le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale. Je le dis tout de suite pour le gouvernement, ce texte est un excellent texte visant à améliorer la coordination des forces de sécurité. Je voudrais d'abord dire de la manière la plus claire à la représentation nationale qu'il n'a jamais été, qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas dans les intentions du gouvernement de porter jamais en quoi que ce soit atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et au fondement de la loi de 1881. Il s'agit là de procès d'intention totalement infondés. Alors non seulement, là Jean Castex nous dit qu'il ne s'agit pas de porter atteinte à la liberté de la presse, mais un peu plus tard, il affirmera même que cet article 24, il sert à protéger la presse et protéger la liberté de la presse. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut dire le contraire de ce que rendent visible, même pas, j'allais dire, les mouvements sociaux. Là, c'est pas 2-3 personnes qui manifestent dans la rue, c'est les journalistes qui ont fait tribune après tribune, signée par l'immense majorité des sociétés de rédaction. Tout à fait. Pourquoi ça marche? Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Tu peux te permettre parce qu'il faut être odieux, quoi. C'est-à-dire que si tu dis simplement OK, la liberté de la presse va être un peu handicapée par notre loi, parce que nous, on veut protéger les policiers, c'est notre premier objectif, quoi. Et on veut en fait donner des gages aux policiers, parce que les policiers, la dernière force qui s'intercèle entre le peuple et nous, en gros, parce que voilà, les gens sont tellement vénères que si t'as pas la force de police qui protège, t'es vraiment mal barré sous le gouvernement macroniste. Donc, tu te dis, bon, il faut que je fasse passer ça. Et si tu es juste, si tu es précis, si tu es dans la vérité, si tu dis oui, OK, on accepte de limiter la liberté de la presse pour pouvoir mieux protéger les policiers, parce qu'on a besoin des policiers, tu vas te faire enfoncer médiatiquement, tu vois. Donc il faut que tu portes à l'extrême pour anesthésier, si tu veux, pour moi, hein, dans le principe, pour anesthésier toute réaction, ou en tout cas pour la rendre vraiment difficile, parce que tu portes à l'inverse. Tu dis non, mais regardez, on va défendre la liberté de la presse telle qu'elle n'a jamais été défendue, c'est extraordinaire, et tu portes au bout. Et toi, finalement, ça désamorce l'argumentation, parce que tu es là, il faut que tu repartes du 100% qui t'ont mis, qui est complètement faux, alors que la ligne réelle, c'est que 20% ou 30%, tu vois. Mais c'est des procédés, je ne sais pas comment appeler ça, quoi, tu vois, c'est des procédés d'ignominie ou de cynisme totalement assumés, quoi, tu vois, c'est des procédés de perversion absolue de la vérité aussi, quoi, tu vois. Et quand ils veulent faire des lois pour les fake news, j'ai envie de dire, mais commencez par vous, quoi. Commencez par vous sur les fake news, parce que vous êtes extraordinaire quand même, tu vois, sur le... Donc, moi, je ne sais pas, ils ont atteint un stade de non-respect de la vérité, ils ont atteint un stade de mépris, en fait, pour la vérité et pour l'intelligence des gens. Parce que quand tu méprises la vérité à ce point-là, quoi, tu vois, tu méprises les journalistes, tu méprises les médias, ceux qui les font, tu méprises les gens qui lisent ces médias, tu méprises 70-75% de la population, quand même, tu vois. C'est l'expression d'un mépris, ça veut dire que vous êtes tellement cons que je peux vous sortir ça et ça va finir par passer, ça va finir par rentrer dans votre crâne, vous allez finir par y croire, tu vois. Donc ce degré de perversion, pour moi, on ne l'avait jamais vu, voilà. Il y avait des travaux de communication partout. Mais là, on est sur un degré de perversion et d'inversion. Et c'est là que je trouve que c'est proche de 84, effectivement. C'est sur le fait que tu inverses simplement. Si tu dis, tu fais de la propagande, c'est-à-dire que tu es dans le mensonge permanent et réitéré, eh ben, tu vas appeler ça le ministère de la vérité, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que tu vas au bout de l'absurdité. Si tu fais la guerre, le ministère de l'armée, tu vas l'appeler le ministère de la paix, tu vois. Donc là, oui, on est dans Orwell. Pour moi, on est dans Orwell. Et en lisant Les Furtifs, mais en te lisant d'une manière générale, je me suis posé une question, parce que toi, tu passes ton temps à jouer avec le langage. Ça fait partie de ta virtuosité d'écrivain. Tu tords les mots. On a l'impression que pour toi, c'est un espèce de matériau premier. Et que tu le travailles vraiment comme un sculpteur, syllabe par syllabe. Et ce faisant, tu forges en permanence des néologismes. Et en te lisant, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce que finalement, face à cette langue qui utilise des mots dont on finit par ne plus savoir vraiment ce qu'ils veulent dire, est-ce que la véritable lutte, outre celle dont tu parlais tout à l'heure, qui est de reconquérir des concepts qu'on laisse parfois en déshérence, est-ce que la véritable lutte, c'est pas de reforger des concepts, de reforger des mots qui ont un sens très lourd,
très fort, tellement fort qu'on ne peut plus s'en dédire. Ouais. Et j'ai trouvé un exemple, moi, qui m'a marqué dans Les Furtifs. Tu parles à un moment d'une société carcélibérale. Et je me suis dit, ce mot-là, carcélibéral, qui est un mot valise, hein, c'est une fusion de deux mots qui se ressemblent phonétiquement, qui est un oxymore aussi, parce qu'une société libérale, elle n'est pas censée être carcérale. Et en même temps, tu révèles que, si, justement, que la société libérale, si on la tire un peu, et même parfois si on la tire pas du tout, elle est un enfermement. Est-ce que pour toi c'est ça est-ce que pour toi le travail sur le langage, c'est réinventer des mots pour se reparler de manière riche et forte et connotée? Moi, je crois qu'il y a une démonétisation assez forte de certains termes, à force d'être martelés et à force d'être utilisés. Et que quand un mot est tellement usé, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance, il ne peut plus dire quoi que ce soit, parce qu'il a dit tellement de choses différentes. Tu vois, tu prenais l'exemple de révolution, je trouve que c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que le mot a tellement été utilisé, invoqué, réutilisé, parce que les révolutions, c'est les révolutions numériques, c'est les révolutions digitales, c'est les révolutions de tel ou tel type de produit, c'est des révolutions macronistes, c'est tout ce que tu veux. Et si tu viens pas, par exemple, le mot révolution, il est intéressant, parce que moi, je l'ai retravaillé aussi dans la zone du dehors. J'ai enlevé le ré de départ, en considérant que le ré, justement, était le fait de revenir au même endroit, et que le ré indiquait que tu t'opposes à quelque chose, et que moi, je voulais qu'on sorte d'un combat qui soit arc-bouté face à ce qui nous opprime, mais qu'on développe quelque chose de libre. Et donc, j'ai dit Volution. Et après Volution, je suis passé à Volt, tu vois, et j'ai dit La Volte. Voilà. C'est devenu d'ailleurs le nom de la maison d'édition, etc. Mais de passer de Révolte à Volt, pour moi, c'est comme si tu enlevais une partie du mot qui alourdissait tout et que tu réinventes quelque chose et que à nouveau, quelque chose devient possible. C'est-à-dire, tu ouvres une liberté, tu ouvres une nouvelle sensation, tu ouvres de nouveaux affects. Et les mots, c'est extrêmement puissant, parce que les mots, c'est le premier vecteur de cristallisation de l'imaginaire, tu vois. Quand on parle des nouveaux imaginaires, de se battre sur la guerre des imaginaires, etc., oui, mais ça passe d'abord par les mots et par les mots que tu inventes. Donc, c'est ces mots-là qui vont effectivement ouvrir une poésie. Et quand le mot, il est neuf, il est nouveau, il n'est pas encore chargé de tout ce passé, il n'est pas encore chargé de tous ces combats, il n'est pas encore alourdi par tout ça, et donc, il a une fluidité, une légèreté qui est beaucoup plus... Tu vois, carcélibéral, quand tu l'utilises, et ça t'oblige, là, tu vois, j'utilise un mécanisme de double pensée, en un sens, puisque, tu vois, c'est libéraliste par rapport au carcéral, et du coup, tu te dis, putain, il y a un effet de tension, et ça vibre, et pour moi, ça provoque la pensée, ça provoque la réflexion. Enfin, tu vois, c'est l'inverse de la double pensée qui écrase toute réflexion, pour moi, ça ouvre. Mais donc, ce travail de néologisme, pour moi, c'est un boulot de fond, et je trouve qu'on ne crée pas assez de mots, on ne crée pas assez de mots politiquement, les militants ne créent pas assez de mots, et je te jure que quand tu as un mot créé et qui fait du bien, les gens qui s'en emparent, tu les sens heureux, tu t'amènes de la joie juste sur un terme. Tu vois, le mot volte, il y a plein de gens qui l'ont utilisé, qui se disent volter, tu vois. Parce qu'enfin, tu vois, tu as l'impression, en plus, tu avais le mouvement de la volte, qui est la volte du cheval quand il se retourne, tu as l'électricité, tu vois, ça connote au niveau homophonie les 120 000 volts ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a un truc, il y a une énergie que ça donne et qui fait que, ouais, je trouve ça extrêmement important. Donc moi, j'hésite pas à en créer beaucoup. Il y en a qui trouvent que j'en crée trop, que c'est trop, je joue trop avec les mots, etc. Moi, je considère que voilà, je suis écrivain, c'est à moi d'accroître le langage, tu vois, ça fait partie de mon boulot, d'accroître les possibilités du langage, non seulement de le retravailler, de le resculpter, comme tu disais, de le transformer, de malaxer sa patte, mais en même temps, d'accroître les dimensions qu'il est capable de porter, quoi. C'est ce qu'on appelle la nomaison. Moi, j'aime bien, c'est le terme de Novarina, la nomaison, c'est-à-dire tu fais un travail pour nommer les choses, quoi. Et tu refondes. Dès que tu nommes quelque chose, tu refondes. Et parfois, le terme est très proche. Tu vois, je pourrais dire auto-aliénation dans Les Furtifs. Mais en faisant self-service, tu vois, avec Serre qui écrit S-E-R-F, c'est plus la même chose. Tu vois, c'est plus la même chose. C'est pas l'autoservitude, c'est pas l'auto-aliénation, c'est plus compliqué que ça. Tu vois, tu sens que dans le self-service, ça veut dire que toi-même, tu vas aller chercher les outils de ton aliénation, tu vois. Donc le mot ouvre quelque chose, tu vois. Et en même temps, tu as le vice dedans. Donc, tu vois. Et les gens, ils peuvent dire, des gens me diront, c'est bon ton jeu de mots de merde et machin, tu vois. Ben non, je trouve qu'il éveille quelque chose, tu vois. Ça paraît être un jeu de mots un peu marrant, un peu gratuit. Et en fait, tu vois, ça ouvre. En tout cas, j'essaie de pas jamais que ça soit gratuit. Je ne pense pas faire des jeux de mots gratuits, voilà. En tout cas, j'espère. En fait, ce que tu dis sur les mots, c'est drôle parce que je trouve que ça fait écho au début de la discussion qu'on avait. C'est-à-dire que tu disais que le grand enjeu avec les réseaux sociaux, c'est de refuser la facilité, de retrouver le goût de l'effort. Et au fond, là, c'est le même appel que tu lances aux militants en disant rejeter la facilité de ronronner sur des mots qui sont tellement utilisés qu'ils ne veulent plus rien dire et reforger votre propre matériau de pensée et ensuite de conviction. Et ça amène à une question qui, pour moi, est très présente dans tes livres, qui est la question véritablement de la rhétorique. Au sens propre, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que dans presque tous tes livres, je pense en réalité tous tes livres, il y a
au moins une séquence de rhétorique au sens le plus ancien du terme, de conviction, de discours, souvent de joutes oratoires. Souvent, c'est d'ailleurs des moments de bravoure. Enfin, dans La Horde du Contrevent, bon, c'est la joute oratoire de Caracol. Je pense que tous ceux qui ont lu le livre s'en souviennent. Et je me demandais pourquoi. Donc j'ai l'impression que pour toi, ça a une place particulière. Est-ce que c'est juste l'amour des mots? Est-ce que c'est juste un plaisir d'écrivain? C'est-à-dire ce moment où tu peux te permettre de libérer un peu ta plume? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Il y a autre chose derrière, ouais, tu as raison de le pointer, je pense que c'est très important. Pour moi, c'est le fantasme ultime de l'écriture et du travail sur les mots, c'est-à-dire que c'est le moment où les mots deviennent opérants, où les mots changent le monde, tu vois. Et je pense que la grande rhétorique, c'est ça, c'est la capacité à créer un discours ou à créer un moment qui est performatif, c'est-à-dire où ça va se transformer en quelque chose de réel. Voilà. Moi, je suis fasciné par des grands discours qui peuvent être des... Voilà, le sous-commandant Marcos, par exemple, si on prend le Chiapas, les discours poétiques du sous-commandant Marcos, je trouve qu'ils sont extraordinaires parce qu'ils induisent une ouverture et ils induisent un changement réel du monde et de la façon de voir le monde. Et il y a un côté vraiment performatif, c'est-à-dire que tout d'un coup, la langue, qui est quelque chose de détaché de l'action, qui est quelque chose de détaché du corps, qui normalement s'adresse uniquement au cerveau, tout d'un coup, la langue a un pouvoir vraiment concret, incarné et opérant. Et c'est un peu le rêve, tu vois, les discours de Cap, par exemple, à la fin de La Zone du Dehors, c'est des discours qui déclenchent vraiment la révolution, qui font passer les gens dans la bascule révolutionnaire, tu vois. Et ce qui est un peu le rêve, tu vois, je trouve, pour un écrivain, les discours de Tishka dans Les Furtifs, cette langue poétique-là, c'est une langue qui ouvre tout, quoi, tu vois, qui ouvre les points de fuite, qui ouvre les lignes de fuite, et qui fait que tu n'es plus saisissable, tu vois. C'est une langue qui n'est pas saisissable, qui est pas... Tu ne peux pas traduire ce que dit Tishka. Tu comprends ce qu'elle dit, mais pourtant, tu ne peux pas le traduire, tu ne peux pas le réduire justement à une dénotation simple. Et pour moi, c'est ça la grande... Et c'est pour ça que je vais sur scène aujourd'hui, c'est pour ça que je fais des concerts, c'est pour ça que je trouve que ce pouvoir que peut avoir la voix, la langue, le texte, à devenir concret et à changer les gens, c'est ça le rêve d'écriture. En tout cas, pour moi, une écriture politique, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages, effectivement, de passages qui peuvent être considérés comme discursifs. Enfin, tu vois, c'est des passages de discours, mais qui changent complètement ce qui se produit dans le livre et sur les gens. Tu vois, à la fin des Furtifs, il y a ce moment où le philosophe Varek parle justement entre deux tours d'élection présidentielle, où il prend la parole sur des choses que tu dirais jamais dans un entre-deux tours d'élection présidentielle, et il change ce que les gens vont vivre, vont vouloir vivre, quoi. Donc c'est ce rêve. Moi, je pense que c'est un fantasme très fort, mais un fantasme qui n'est pas complètement détaché du réel, parce que ça arrive. Il y a des mots qui te changent, il y a des poésies qui te changent, il y a des discours qui te changent, quoi. Tu vois, c'est un très bel exemple récemment, ça a été la poétesse noire américaine là, qui a fait le discours de Joe Biden là, pendant... il y a une énergie dans la voix, il y a une joie, il y a une beauté de ce qu'elle dit, il y a un gros jeu presque de slam, presque d'assonance très fort, qui fait que tout d'un coup, ça vaut tous les discours de Biden ou ce qui s'est fait avant, tu vois. Et ces moments-là, ces moments où un discours tout d'un coup prend feu et traverse les gens et les change, c'est ça la langue politique pour moi, la vraie langue politique. C'est l'inverse de la langue de bois, quoi, tu vois. Alors justement, une dernière image peut-être que je voulais te montrer, parce que là, on parle de la puissance du discours, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est revenu au devant de la scène. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai fait mes études, il y a quelques années maintenant, mais l'éloquence, ça n'existait pas. L'éloquence, la rhétorique. Ça revient, Et c'est revenu très fort. Aujourd'hui, il n'y a pas une grande école, il n'y a pas une institution de l'enseignement supérieur qui n'ait pas son concours d'éloquence. Et je serais curieux de savoir ce que tu en penses, mais avant, j'aimerais te montrer deux concours que je mets en parallèle de manière peut-être un peu malicieuse. Le premier, l'honnêteté m'oblige à dire que c'est moi qui le co-organise, c'est le concours d'éloquence des lycéens de Montreuil. Ah, excellent, d'accord. Et le deuxième, c'est le concours d'éloquence à HEC Paris. J'aimerais qu'on regarde ces deux séquences côte à côté et que tu me dises ce que tu en penses. Un appartement qui sentait la précarité, la pauvreté, le malheur, mais surtout l'espoir. Il fait beau, enfin plus maintenant. Les oiseaux chantent, enfin plus maintenant. Et nous sommes tous réunis ici dans ce bel amphi. Enfin, on n'est pas bien. Entre futurs cadres, fils de cadre et petits-fils de cadre. Alors, c'est rigolo. Bon, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de ce retour de l'éloquence? Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce que ça dit quelque chose de la vitalité de la jeunesse peut-être? Et est-ce que c'est pareil d'enseigner l'éloquence au lycéen de Montreuil ou de l'enseigner aux étudiants d'HEC? C'est évidemment pas pareil. Je le connais, le lycée Jean Jaurès, j'ai un ami qui enseigne là-bas.
Évidemment, c'est pas pareil, parce que dans un cas, c'est une pratique d'émancipation réelle et très forte, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui, généralement, n'ont pas accès à la parole, ou dont la parole, comme tu le disais, n'est pas écoutée, parce que c'est pas le tout de s'exprimer. Des gens qui peuvent s'exprimer, mais qui vont jamais avoir de lieu d'écoute, quoi. Et ces concours d'éloquence, ils permettent ça. C'est-à-dire qu'ils permettent qu'on mette en place un dispositif d'écoute pour des paroles qui sont des paroles fortes, qui sont des paroles habitées, qui sont des paroles vécues, souvent, et qui sont articulées à un vécu très, très puissant, et qui est enfin restitué, qui est enfin mis en voix, quoi, et porté vers les gens. HEC, moi je sais, j'ai fait ces concours, etc. Je sais très bien comment ça fonctionne. C'est un outil de manipulation. C'est un outil qui se rajoute à tous les outils de pouvoir dont disposent déjà ces étudiants. Parce que moi, quand je suis rentré à l'ESSEC, on m'a dit « vous allez être les managers du futur ». Vous allez diriger la France, vous êtes l'élite de la France. C'est comme ça qu'on nous accueillait les 3 premiers jours dans l'école, quoi. C'est moi ce qui m'a fait vomir tout de suite. C'est-à-dire que tu es destiné à exercer un pouvoir déjà dans des entreprises ou dans des administrations sur les gens. Et en plus, on te donne comme outil supplémentaire l'éloquence, tu vois. Mais ce n'est pas un outil qui est fait pour libérer, ou pour me libérer moi, étudiant de haute école, etc. C'est un outil qui est fait pour manipuler les gens sur lesquels ça va s'exercer. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes pratiques, quoi, tu vois, et ce n'est pas travaillé, je pense, du tout de la même façon. Moi, j'associe cette renaissance de l'éloquence à ce qui se passe aussi dans le rap, tu vois. J'ai l'impression que le rap vraiment s'affine, devient de plus en plus subtil. Il y a beaucoup plus de rap, j'ai envie de dire, intelligent, travaillé, fin qu'il y avait auparavant. Et qu'à travers le rap, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses sont dites et qui disposent d'une écoute, justement, importante. Et le fait que très souvent ces concours, enfin il y a en tout cas pas mal de concours qui se passent justement dans le 9-3 et en banlieue, etc., et que ça marche, et que les gamins sont hyper demandeurs de ça, c'est parce que on oublie que le rap, c'est la première fonction d'expression directe, immédiate, sans fric, sans moyens, que tu peux avoir si t'es en banlieue et que t'as pas de... Tu peux juste avoir ta tchatch, et tu tchatches, et t'alignes les mots, et tu les fais rimer, et tu crées des assonances, et tu fais de la multissonance. Et tout d'un coup, quelque chose sort qui témoigne de ton vécu et cette richesse de la langue, cette vitalité de la langue, elle est hyper précieuse. Je pense qu'elle vient du rap. Et du coup, les gens qui rappent, très facilement, peuvent passer aussi à l'éloquence parce que c'est la même chose. C'est une voix performative, c'est une voix qui peut changer les choses, c'est une voix qui, tout d'un coup, manifeste ce que tu es et le porte très facilement. Il n'y a rien. Moi, j'adore la voix parce que la voix, tu vois, moi, je vois quand je fais des concerts, les gens, le guitariste, il met 3 heures à régler ses trucs, etc. Moi, j'arrive, je parle et ça y est, c'est prêt parce que l'instrument, c'est moi, tu vois, c'est mon corps. Tu vois, et cette simplicité, cette sobriété-là, cette économie-là, tu vois, je l'adore, tu vois. Et le rap est né de ça, tu vois. Après, ça devient des fois n'importe quoi et des fois, c'est pourri. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses ultra intéressantes dans le rap aujourd'hui. Et tu te dis, eh ben oui, l'éloquence, bossons-le, quoi, tu vois. Mais c'est un retour du corps aussi. Je pense que c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, plus on va dans le technococon, plus, paradoxalement, on a besoin du corps, on a besoin de réamener le corps face à des gens. Et on a besoin de ce face-à-face direct, de ce magnétisme direct que tu as quand tu es sur une scène et que tu parles aux gens et qu'ils t'écoutent. Et que, plutôt que d'envoyer ton petit message sur Twitter et qui va être liké ou pas liké, tu vois, il y a une espèce de distanciation sociale qu'induit le numérique qui fait que quand enfin tu reviens dans le face-à-face et le corps à corps, il y a une pêche, une énergie que ça donne qu'on a complètement oublié. Ouais. Au fond, le langage comme outil et vecteur d'émancipation et de libération plutôt que comme arme de domination. Ouais, complètement. Eh bien, Alain Damasio, ce sera notre mot de la fin. Mot de la fin, c'est pas mal comme mot de la fin. C'est pas mal comme mot de la fin. Merci infiniment pour cette heure d'entretien. Merci infiniment. Merci à toi. Et puis, quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Viens voir les docteurs.